Allô tout le monde, ici Stéphane Boutin, coach de performance. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça pète le feu. Alors, nous sommes rendus à la troisième capsule vidéo de la mini-série sur le leadership qui s'inscrit dans la série Perform 5.0 numéro 28. Alors, nous terminons notre mini-série sur le leadership en se posant la question suivante. À quoi remarque-t-on les leaders? Quand vous allez sur Internet, exemple, Google Images, puis vous tapez leader, ou leadership, ou leadership skill, peu importe, vous allez souvent avoir apparaître des images qui font référence à une masse de gens versus quelqu'un qui est comme à part dans l'image, puis qui parle aux autres, ou encore qui propose une direction, tout ça. C'est plus ou moins vrai. OK? Dans la deuxième vidéo, la deuxième vidéo sur le leadership, j'ai fait une différence entre le leadership positif et le leadership négatif, ou si vous voulez, le leadership de persuasion versus le leadership de masse. OK? Les images que l'on nous présente font souvent référence au leadership de masse, le leadership négatif. Parce qu'on vit dans une société post-industrielle. Nous avons tous été, nous sommes tous les enfants d'une civilisation industrielle. Nous avons vu nos grands-parents et parents travailler en usine, au volume. Tout ça est correct et normal, là. Mais ça a créé des images mentales qui faussent un peu la réalité du leadership. OK? C'est pas vrai nécessairement qu'un leader, c'est quelqu'un qui rassemble une grande quantité de gens. OK? On va le voir dans cette vidéo. Si vous êtes un leader positif, donc vous travaillez avec la persuasion, donc vous cultivez la patience et vous êtes plutôt actif, c'est par vos actions qu'on vous juge. À ce moment-là, le leadership de masse, c'est pas votre affaire. Donc, ces images-là ne rendent pas compte de façon juste des leaders positifs. C'est ça que je voulais faire comme intro parce que on a des idées préconçues sur les leaders. Et j'ai déjà parlé, même dans la première vidéo, qu'au Québec, on a l'idée fausse que tous les politiciens sont des leaders parce qu'ils ont été élus, ils siègent. Bon. D'abord, tous les boss ne sont pas des leaders et tous les managers ne sont pas des leaders. Okay? Fait que le leader, ça a des caractéristiques qui lui sont propres. Alors, il y a 4 choses que j'ai retenues pour faire cette vidéo. Et moi, comme coach de performance, j'ai à rencontrer des leaders dans ma clientèle. Donc, il y a 4 choses que j'ai remarquées, des traits marquants qui caractérisent les leaders. Okay? Si vous allez dans la littérature à ce sujet-là, la littérature dite scientifique, au niveau de la psychologie comportementale et ces choses-là, c'est peut-être pas nécessairement ces 4-là. Moi, je parle d'un point de vue empirique, c'est-à-dire par rapport à l'expérience que j'ai. Il y a aussi un peu d'état des connaissances, mais règle générale, c'est vraiment les choses que j'ai observées moi-même de mes yeux en entrevue. Okay? Alors, les 4 traits qui caractérisent un leader. D'abord, un leader propose une direction. Ensuite, un leader, en principe, rassemble et je vais le dire une troisième fois, et renforce. Fait qu'il ne fait pas juste rassembler. Il rassemble et renforce. C'est les deux côtés de la même médaille pour un leader. Ensuite, il est authentique. Il ne peut pas être une copie conforme d'un autre. Donc, si vous êtes une organisation, une entreprise qui forme des leaders dans certains secteurs d'activité, assurez-vous que vous ne formez pas des managers. Il y a déjà des écoles de commerce qui le font pour ça. Okay? Donc, vous devez cultiver l'authenticité chez les gens.
Enfin, tous les leaders fondent une identité qui rallie. OK? Rallie pour le mot ralliement, qui rallie les gens à cette identité-là. Alors, commençons par le premier trait caractéristique des leaders, la direction. OK? Un leader, ça propose une direction. Donc, un leader n'impose pas une direction. Un leader ne suit pas une direction. Il propose une direction. Donc, la proposition est importante. Okay? C'est quelqu'un, donc, qui va nécessairement utiliser un discours qui va capter l'attention des autres. Arrivez-moi pas avec j'ai 15 000 abonnés sur, Internet, sur Facebook à ma page. Ce n'est pas une indication de leader. Pas automatique. Oui pour certains, mais pour d'autres non. C'est pas ça. Je vais le répéter. Propose une direction. Donc, il a la capacité de créer un discours dans lequel il propose une direction à aller pour certaines personnes. Donc, le nombre n'a pas d'importance tant que ça. Ce qui a de l'importance, c'est ce qu'il dit et surtout ce qu'il fait. Donc, propose une direction. Je vais donner un exemple. Si vous êtes Nelson Mandela, c'est que vous avez fait de la prison. Donc, déjà, les gens, une bonne partie de la population, vous considère comme un criminel. Donc, dans la prison, il ne peut pas être un leader négatif, sauf si il veut faire une évasion de la prison. Or, son but n'est pas faire une évasion de la prison. Il est resté là plus d'un quart de siècle. Son but, c'est de mettre fin au régime de l'apartheid. Donc, il doit devenir un leader positif, il devient un leader de persuasion. Donc, il doit créer un discours. Et dans ce discours-là, il fait une proposition à la majorité des Sud-Africains de donner une direction au pays qui sera un nouvel État de l'Afrique du Sud dans lequel ce sera démocratique et non raciste, c'est-à-dire ouvert sur toutes les cultures. Alors, un leader, peu importe sa situation, j'ai pris une des pires, c'est-à-dire être en prison dans une cellule. Il faut que tu travailles fort pour proposer une direction de devenir leader. Nelson Mandela a été capable. Il a utilisé ses capacités. Et ses capacités, c'était quoi? Ses rencontres qu'il avait droit au parloir, le choix de ses invités, ses écrits, car il a écrit beaucoup des notes en prison, et ses relations qu'il a tenté de garder en bonne posture, mindset positif, avec ses gardiens, ses geôliers. Il a utilisé toutes les facettes qu'il avait pour créer une capacité de proposer un discours. Et il avait à gérer ça. C'est ce qu'il a fait de façon géniale. Donc, tous les leaders proposent une direction. Ensuite, tous les leaders rassemblent et renforcent. Arrivez-moi pas avec une histoire que tel gars, il a fait telle chose, il y avait juste 3 personnes à son événement, puis l'autre, il a fait telle chose, puis il y en avait 150, donc lui, c'est un leader. Non, non, non. Un manager peut très bien faire la job, avoir 100 personnes, surtout si dans ses tâches d'organisateur. Ça ne fait pas de lui leader. C'est pas ça, un leader. Sortez-vous de la tête le nombre. Arrêtez-le. Ça n'a pas rapport. Ce qui a rapport, c'est ce qu'il fait. Alors, le leader rassemble et renforce. Il renforce quoi? D'abord, sa proposition d'une nouvelle direction. Premier trait, il renforce son message. Pas par le nombre,
par les gens qui adhèrent à cette proposition-là. Donc, ils peuvent être marginaux, ces gens-là. Ils peuvent être minoritaires, ces gens-là. Ça n'a pas d'importance. Ils créent les connexions, si vous voulez parler en bon québécois. Donc, ils rassemblent et renforcent ces liens-là. OK? Si vous ne faites que rassembler, vous pouvez être un très bon géo, un gestionnaire organisationnel, mais ça ne fait pas de vous un leader. Vous pouvez être un très bon manager, mais ça ne fait pas de vous un leader. Un leader a la capacité de non seulement rassembler une cohorte de personnes, 3, 10, 100, 1000, peu importe, mais il renforce à la fois le message qu'il propose par cette adhésion-là, mais aussi il crée ces solidarités-là entre les gens qui, à la base, n'ont aucun lien entre eux. Seulement la proposition de la direction, le message qu'il propose. OK? Jésus de Nazareth est le plus bel exemple de rassemblement et de renforcement. OK? Vous allez me dire que c'est le Fils de Dieu. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Je veux juste prendre le personnage historique parce qu'il est tellement connu. Alors, Jésus va illustrer très bien le deuxième trait que je veux dire. Jésus a fait preuve de leadership. D'abord, il a choisi des apôtres. Il en a choisi 12. Il n'en a pas choisi 100 000. Il en a choisi 12. Fait que, vous voyez, le nombre, ça n'a pas rapport. Mais c'était le leader. OK? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé avec les 12 ses relations. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait des activités ensemble. OK? Ils travaillaient sans doute ensemble, mais ils parcouraient la Galilée ensemble. Il aidait les pauvres. Jésus avait la plus grosse des jobs, c'est-à-dire que lui, il proposait une direction. Il y avait un message. Le royaume des cieux est proche. C'est la bonne nouvelle. Vous avez accès aux cieux avec une foi en lui, car il se disait fils de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas être un leader si vous ne faites que rassembler. Okay? Jésus n'était pas un gestionnaire organisationnel. Il a été le fondateur d'une réforme du judaïsme qui s'est appelée, par ceux qui ont survécu à lui, le christianisme. Jésus ne s'est jamais dit chrétien. Okay? Jésus était fils d'un charpentier et on le dit rabbin. Donc, c'était un juif qui n'a jamais renié sa profession de foi juive, mais il a emmené une réforme, une relecture du judaïsme qui s'est appelée le Nouveau Testament dans la Bible, le christianisme pour nous. Okay? Donc, il a rassemblé et renforcé par des miracles, ça c'est sûr, il a fait des miracles. Il a sauvé des gens de mauvaise posture, exemple, la pêche miraculeuse dans le lac de Tibériade. Il a fait plein de choses, Jésus. Okay? Donc, ça a venu toujours renforcer le nombre de personnes qui le suivaient. Donc, Jésus n'a pas fait d'autres leaders. Il était un leader à la base de persuasion. Et par la suite, il est devenu un leader négatif, dans le sens que la masse le suivait. Et malheureusement, pour les leaders négatifs, on le voit, ça finit mal. Il a fait une entrée sur un dos d'âne à Jérusalem. Et après, ben, on sait, il a fini au Golgotha, au mont Golgotha, crucifié. OK? Bon. Donc, Jésus était un leader parce qu'il rassemblait, mais surtout renforçait. L'exemple que j'ai pris, les apôtres, 12. Pas 128, pas 100 000, 12. Avec 12 personnes, il a changé la face du monde. C'est ce que je veux dire. Troisième trait caractéristique des leaders, c'est leur authenticité. Alors, l'authenticité est quelque chose, on pourrait parler aujourd'hui de branding, tu sais, le brand d'une personne, le branding d'une personne, son image de marque. L'image de marque, c'est votre authenticité, et ça, c'est la caractéristique des leaders. Un leader n'est pas comme les autres. Parce s'il est comme les autres, je le répète, ça peut être un manager, ça peut être un gestionnaire organisationnel, mais c'est pas un leader. Lead, to lead en anglais, c'est très clair l'expression. Hein? Il tire, il amène, il pousse, il crée une direction. Donc, c'est important ça de le voir.
Il est authentique parce qu'il est unique. Un leader ne peut pas être une copie d'un autre. Si vous avez une personne en formation pour devenir un leader, il ne peut pas vous imiter et il ne doit pas le faire. Okay? Il doit trouver lui-même ce qui fait son image de marque, ce qui fait d'unique. Et ça, c'est lui ou elle, il faut qu'il le fasse. Okay? Donc, l'authenticité. Donc, un leader, c'est comme un capitaine d'un bateau qui navigue sur les eaux à vent contraire ou contre le vent. Donc, ça demande une certaine habileté, ça demande une connaissance maritime approfondie, ça demande un très bon bateau, puis ça demande un capitaine qui a du culot. Peut-être pas téméraire, mais qui n'a pas peur, ça c'est certain. Donc, l'authenticité, c'est ça. C'est un capitaine, mais qui navigue à vent contraire. C'est pas commun, mais lui il est capable. Donc, il est authentique, il ne ressemble pas aux autres capitaines. Il fait quelque chose que les autres ne font pas. Enfin, le quatrième trait qui caractérise les leaders, j'ai parlé dans le premier trait de la proposition d'une direction. Et lorsque le rassemblement se crée et le renforcement des liens se crée, que l'authenticité est reconnue, il va nécessairement se créer ou fonder une identité. Okay? Le message devient une identité du leader. Okay? Le plus bel exemple, René Lévesque. René Lévesque, qui était premier ministre du Québec et cofondateur du Parti québécois. Il y avait à la base le ralliement national en 1968 et le mouvement Souveraineté Association. Et je pense qu'il y avait un troisième groupe, je ne m'en souviens plus. Bref, il y avait des gens brillants à la tête de ça. Mais le leader était René Lévesque parce que il avait proposé une direction, la souveraineté. Il a rassemblé et renforcé. Il a réuni des gens autour d'un projet, le Parti québécois. Il était authentique. D'abord par son discours. Okay? Il n'avait pas un discours agressif et violent. Il avait un discours d'invitation et de persuasion. Okay? Et il a navigué contre le vent. Okay? Puis le premier référendum, même s'il a perdu, il faut se rappeler qu'il y avait quand même 40% des Québécois qui soutenaient la question fort ambiguë, il faut le reconnaître, et qui faisait allusion à la souveraineté association du Québec. Un Québec souverain politiquement, mais en association économique avec le Canada. Okay? 40% des Québécois étaient pauvres. Bon, il a perdu, mais il a fondé une identité qui lui a survécu puis qui a rallié toujours par la suite 20 à 30% de la population québécoise. En 1995, il y a eu un deuxième référendum où il a été presque gagné. Okay? Alors, ce que je veux dire, c'est que le message, c'est-à-dire qu'il faut créer un Québec indépendant, a fondé une identité au Québec qui est devenue une opposition politique naturelle. Parce que pendant longtemps, le Québec a été dans le bipartisme. Okay? De 1970 jusqu'aux années 2000, pendant 30 ans, l'identité au Québec, c'était t'es fédéraliste ou t'es souverainiste. Okay? Donc, ça a créé ça. René Lévesque a fondé une identité qui a rallié, même après sa mort, encore de nos jours, des gens à un projet un projet nationaliste d'un Québec indépendant, souverain. Voilà. Alors, j'ai pris ces quatre exemples-là, ces quatre exemples, Nelson Mandela, Jésus, René Lévesque. J'ai pris ces exemples-là parce que c'est important de voir que ces traits-là étaient très marqués sur ces leaders-là. Okay? Et il faut les voir pour comprendre c'est quoi un leader. J'ai pris des exemples de leaders de masse, mais qui ne l'étaient pas au début. Okay? Nelson Mandela était un leader de persuasion. Jésus était un leader de persuasion. René Lévesque, quand il a travaillé à Radio-Canada, puis qui animait l'émission Le Point, je
pense que c'était ça. En tout cas, il faisait une émission sur la politique internationale. Faisons le point ou le point, je m'en souviens plus. Peu importe, pardonnerai. C'était des gens qui n'étaient pas des leaders négatifs et de masse. Ils le sont devenus. Ils le sont devenus parce qu'à un moment donné, ils ont fondé une identité qui a rallié. Et j'étais pour dire la twist. Une twist qui se fait à un moment donné entre le leader positif et le leader négatif, c'est que lorsque le leader ne recherche que l'approbation de la masse, c'est là que le leader devient négatif. Il devient leader de masse et sa raison est le nombre. Et c'est là, souvent, que soit les leaders perdent en popularité ou finissent dans des situations tragiques. J'aurais pu parler de Gandhi, vous allez comprendre, j'aurais pu parler d'un paquet de personnes. Je n'ai pas pris des exemples en affaires, j'ai pris des exemples que tout le monde peut connaître parce que c'est important de comprendre que le leader, c'est pas le nombre. C'est pas ça. Le nombre apparaît à un moment donné, mais c'est pas ça qui fait qu'un leader. Le leader, ce qu'il fait, c'est qu'il propose une direction et certaines personnes vont adhérer à son message qui va être renforcé par des activités, par des exercices, par des discours à répétition. Ils vont se dégager une authenticité du leader qui va faire que lui ou elle, on le reconnaît et ça fonde une identité. Ça fonde un mouvement, ça fonde une église, ça fonde un parti politique, ça fonde quelque chose, puis qui rallie, même au-delà d'une génération, d'autres personnes qui même n'ont pas connu le leader, lui survivent. Vous comprenez? C'est ça un leader. C'est pas commun tant que ça. Donc, vous ne confondrez plus désormais manager et leader ou boss et leader. Un boss n'est pas nécessairement un leader. Un leader fait des choses que les autres ne font pas. Retenez toujours ça. Alors, j'espère que ma mini-série sur le leadership vous a appris quelque chose ou vous a éclairé sur d'autres choses. Mais si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir, puis je vais vous répondre dans un délai raisonnable. Si vous êtes intéressé à mes services de coaching, de performance, que vous avez une entreprise, ça me fait plaisir. Je m'adresse également aux gens du troisième âge parce que j'ai quand même une bonne clientèle à ce niveau-là, qui ne sont pas des gens d'affaires, mais dans certains cas sont retraités et ont déjà été en affaires, mais qui désirent améliorer des choses dans leur vie, tout ça. Je peux être d'une bonne aide. Et ça va me faire plaisir de vous recruter parmi mes motivés. J'ai un excellent programme qui s'appelle le Focus Gym 5.0. Je suis bien conscient que ce programme-là ne peut pas être vendu à tout le monde, mais si je vois que ça peut aider l'un ou l'une d'entre vous, ben, je vais vous inviter à l'acheter le programme. Si vous voulez juste des consultations, on peut s'entendre pour une série de consultations pour trouver une solution au défi auquel vous faites face. Si vous êtes en entreprise, vous êtes en affaires, ben c'est comme d'habitude. La première rencontre est gratuite et après, on établit une grille tarifaire, puis on travaille ensemble pour surmonter les défis que peut avoir votre entreprise et votre personnel. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo de la série Perform 5.0. Bye bye.